Dans une interview exclusive, un informateur chinois raconte comment il a aidé les autorités chinoises à se procurer de très grandes quantités de fournitures médicales dans le monde entier pendant la pandémie. La police de Hong Kong a arrêté 2 législateurs de l'opposition ce mercredi 26. L'un d'eux était soupçonné d'avoir participé à des émeutes en 2019, alors qu'il avait porté plainte suite à une agression. Les citoyens de Hong Kong deviennent témoins des conséquences de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Un groupe de personnes en vêtements de travail ont été vus en train de marcher à 4 pattes devant un bâtiment commercial. Il s'agit d'une forme de punition infligée à ceux qui ne parviennent pas à obtenir des résultats satisfaisants dans leur travail. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La police de Hong Kong prend de nouvelles mesures. Cette fois-ci, elle a interpellé 2 législateurs de l'opposition à la suite des manifestations anti-gouvernementales de l'année dernière. Un législateur de l'opposition de Hong Kong a trouvé la police à sa porte ce mercredi 26. Les agents voulaient l'arrêter car il était susceptible, selon eux, d'avoir participé à des émeutes l'année dernière. I participated in a riot? July 21st riot? Wow, Hong Kong is really absurd to this extent now. En juillet dernier, une centaine d'hommes ont attaqué des manifestants pro-démocratie avec des barres d'acier dans une gare du nord-ouest de Hong Kong. L'âme, qui était là, a retransmis en direct l'événement en le signalant également à la police. La police est arrivée près de 40 minutes plus tard, ils n'ont procédé à aucune arrestation. Au cours de l'incident, l'âme a été attaqué au visage par un groupe et hospitalisé par la suite. Le compte Twitter de l'âme a publié un communiqué de la police de Hong Kong qui a remercié l'âme d'avoir signalé le fait. Le tweet disait « Et maintenant, il l'arrête pour les émeutes qui ont eu lieu ce jour-là ». Hong Kong police have now regressed to being a political tool. What happened on July 21st last year was outrageous, and you have framed a victim as an attacker. Don't you feel ashamed of this law enforcement operation? Les autorités locales disent maintenant que la présence de l'âme à la station en 2019 a exacerbé le violent affrontement. Le responsable du Parti démocratique de Hong Kong a qualifié cette arrestation de ridicule. For a legislator in the line of duty, mediating disputes is part of his job. The way authorities are handling Lam's case is turning black into white. In the July 21st incident, Lam Chuk Ting was injured. He was a plaintiff. Lam a été arrêté en même temps que 15 autres personnes, dont un autre législateur de l'opposition. Dans une interview exclusive, un lanceur d'alerte chinois raconte comment il a aidé les fonctionnaires de Chine continentale à s'approvisionner massivement en fournitures médicales dans le monde entier et comment il s'est rendu compte qu'il faisait partie du vaste plan du régime pour créer une pénurie mondiale de masques à son profit. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de l'histoire qui raconte comment Jiang Pengyong a découvert qu'une partie des fournitures n'était pas envoyée aux personnels médicaux de première ligne, mais stockée par les fonctionnaires. Les services de renseignement américains ont accusé la Chine de dissimuler la dangerosité du virus du PCC afin de faire des réserves de fournitures médicales. Mais la Chine a-t-elle intentionnellement thésaurisé ces fournitures, ou est-ce une simple coïncidence puisque l'épidémie a frappé la Chine plutôt que d'autres pays ? Et la question la plus importante reste de savoir si les masques importés par la Chine sont effectivement parvenus aux mains des personnels médicaux de première ligne et des résidents qui en avaient le plus besoin. Pour Jiang Pengyong, un lanceur d'alerte qui a aidé les fonctionnaires chinois à acheter de manière frénétique les masques du monde entier au cours des 2 premiers mois de l'épidémie, la réponse est claire. Je pensais aider à sauver le peuple chinois. Je ne pensais pas devenir un complice qui aiderait le virus à se répandre dans le monde. Je ne pensais pas que je faisais quelque chose de mal. Cet incident a donc profondément blessé mon intégrité et mon éthique. Les fournitures médicales que j'avais tant cherché à acheter ont été vendues par les autorités chinoises à un prix très élevé pour faire des bénéfices. Il y a 9 ans, Jiang Pengyong a fait les gros titres en Chine pour avoir dénoncé la corruption de la Croix-Rouge du pays, mais il a ensuite perdu sa carrière. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, Jiang est de nouveau persécuté par les autorités chinoises pour en savoir trop sur leurs opérations secrètes. Cette fois, il s'agit de savoir comment les gouvernements locaux en Chine profitent des fournitures médicales indispensables destinées à être distribuées. L'histoire a commencé au début du mois de janvier de cette année. C'est alors que Huang Zhongnan, un cadre d'une entreprise de la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a tendu la main à Jiang. Huang a déclaré qu'il aidait plusieurs agences gouvernementales locales du Parti communiste et des organisations caritatives du sud de la Chine à rassembler des fournitures médicales afin d'en faire don à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du virus. Huang a demandé à Jiang, qui vit en Corée du Sud, de l'aider à acheter de très grandes quantités de masques et à les envoyer en Chine. Huang a même fourni des documents dits à en-tête rouge qui sont émis par les agences du Parti communiste et qui sont officiellement estampillés.
Pensant qu'il aidait le peuple chinois, Jiang n'a pas ménagé ses efforts et a utilisé ses relations commerciales internationales pour trouver des masques. Dans l'un des cas, en Inde, nous avons acheté 20 000 masques Honeywell, 100 000 masques 3M 9004, 200 000 masques 3M 9000 ING. Et auprès de fabricants coréens, il a commandé plus de 3 millions de masques KF94, l'équivalent des masques N95 produits en Corée. Mais Jiang a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le 31 janvier, il était censé envoyer 100 000 masques N95 en Chine par un avion affrété gratuitement. L'avion était organisé par les autorités coréennes et chinoises et devait voler de Séoul à Changsha en Chine, un centre de transfert de fournitures vers Wuhan. Lorsque nous étions sur le point de charger les fournitures dans l'avion, il m'a tout à coup dit qu'il n'allait pas utiliser cet avion charter. Et pourquoi? Il a dit que le charter était uniquement destiné au transport des dons. Il a dit qu'il paierait pour transporter les fournitures à Hangzhou. Hangzhou est située dans la province du Zhejiang, au sud de la Chine. À l'époque, la ville a connu quelques cas de virus, mais l'épidémie n'était pas aussi grave. Les hôpitaux de Hangzhou envoyaient toujours des médecins pour soutenir Wuhan. C'était à peu près au même moment que les hôpitaux de Wuhan publiaient des SOS de demande de dons sur les réseaux sociaux. Un médecin s'est même exprimé sur Weibo en écrivant « Nous ne sommes pas à court de fournitures, nous n'en avons tout simplement pas ». Alors pourquoi les autorités chinoises voulaient-elles que les fournitures soient envoyées à Hangzhou plutôt qu'à Wuhan? Jiang a expliqué que c'était une décision pour le moins étrange, à moins que les fournitures ne soient pas réellement destinées à être distribuées. Ce serait selon lui pour la même raison qu'ils ont évité l'avion charter gratuit. Il serait vraiment difficile pour eux de récupérer ou de revendre les fournitures une fois qu'elles auraient été distribuées à Wuhan. Jiang a ensuite réalisé, après avoir parlé avec des amis et des connaissances, qu'il n'était pas le seul à avoir rencontré cette situation insolite. De nombreux Chinois d'outre-mer lui ont dit que leurs dons n'atteignaient pas réellement les zones les plus infectées, comme le prétendaient les autorités. Pour autant que je sache, les gens en Australie, au Japon, aux États-Unis et au Canada ont été trompés. Certains sont des entreprises internationales ou des producteurs comme 3M, tandis que d'autres sont des étudiants étrangers chinois patriotes, ou des immigrants chinois, voire des gouvernements qui se souciaient du virus en Chine, et même des organisations caritatives. Je crois que je ne suis pas le seul à avoir été trompé par les autorités chinoises. Il y a d'autres personnes dont le matériel médical a été détourné de cette manière. On leur a fourni des documents officiels à en-tête rouge, mais ceux qui ont finalement reçu les fournitures ne sont pas ceux qui ont délivré les documents. L'argent ne provenait pas non plus directement des agences gouvernementales. C'est alors que Jiang a réalisé que les agences locales avaient peut-être profité de leur pouvoir en utilisant des documents à en-tête rouge, ainsi que de la générosité des immigrants chinois, des gouvernements étrangers et des organisations caritatives. Ils ont acheté les fournitures à un coût extrêmement bas, voire gratuitement, et plutôt que de les donner, donc tout cela fonctionne sous de faux prétextes. Au nom de la collecte de dons, ils ont accumulé des fournitures médicales et les ont ensuite vendues à un prix beaucoup plus élevé afin de faire du bénéfice. C'est à peu près au même moment que la Croix-Rouge de Wuhan a été critiquée en Chine pour ne pas avoir distribué des dons, et même pour avoir refusé d'offrir les fournitures lorsque les hôpitaux se sont tournés vers les entrepôts de la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide. Après avoir lu des articles de presse en ligne, Jiang a découvert plus tard que les masques N96 qu'il avait vendus à des agences locales pour environ 74 centimes d'euros chacun étaient revendus aux Chinois pour pas moins de 12 euros l'unité, voire plus. Lorsque Huang a réalisé que Jiang avait percé le secret, il a menacé de faire disparaître toute la famille de Jiang s'il osait révéler la vérité. Huang a également déclaré que les autorités provinciales du Zhejiang et la Croix-Rouge chinoise le soutiendraient. Mais ce que Jiang n'a pas réalisé, c'est que les agences chinoises n'avaient pas seulement pour but de vendre les masques aux Chinois pour faire des bénéfices, mais de les vendre au monde entier. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de ce rapport spécial lundi prochain, où nous nous plongerons dans le reste de l'histoire et dans ses répercussions mondiales. L'agence de santé publique suédoise affirme qu'environ 3700 personnes ont été diagnostiquées par erreur comme étant atteintes du coronavirus. Ils disent que cela est dû à un kit de test chinois défectueux de BGI Genomics. L'agence a déclaré que le kit ne pouvait pas faire la distinction entre un niveau très faible du virus et un résultat négatif. 2 des filiales de la société chinoise sont sur une liste noire économique américaine pour violation des droits de l'homme. Les autorités américaines ont donné l'autorisation spéciale d'utiliser ces kits de test en mars, et le kit de test a été largement exporté vers d'autres pays. Un groupe de personnes en habit de travail a été filmé en train de marcher à 4 pattes devant le bâtiment d'une entreprise. C'est une punition typique pour ceux qui ne parviennent pas à obtenir une performance satisfaisante dans leur travail. Devant l'entrée du Silverstone Plaza, un groupe d'employés a été vu marchant à 4 pattes par terre dans une vidéo en ligne.
Le Plaza est le plus important quartier d'affaires de Chengdu, une ville qui compte 16 millions d'habitants dans le sud-est de la Chine. Un internaute a expliqué cette situation étrange en disant de façon sarcastique « Le personnel qui n'a pas atteint ses objectifs au travail a été récompensé par un parcours à 4 pattes ». Un autre citoyen a exprimé son mécontentement, affirmant qu'aucun emploi ne vaut la peine de le troquer en échange de sa dignité. Certains disent que les personnes dans la vidéo sont simplement des pauvres gens issus des classes sociales les plus basses, victimes de brimades de la part des classes supérieures. Ils disent que les classes supérieures sont à blâmer, ajoutant « La façon dont vit la classe inférieure indique les comportements et le niveau de sagesse des classes supérieures ». Ils ont conclu que la seule façon de remettre les choses dans le bon sens serait de dissoudre le Parti communiste chinois. Un internaute a également laissé entendre que les gens devraient s'inspirer du peuple de Biélorussie en se référant aux manifestations actuelles. Mais ce genre d'humiliation publique n'est pas un phénomène isolé. Le mois dernier, une entreprise de la même ville a puni 7 employés en les forçant à manger des bars Reaper, un aliment considéré comme extrêmement épicé que peu de personnes osent essayer. Les membres du personnel ont dû endurer la punition après avoir reçu des cartes de pointage insatisfaisantes. Après avoir mangé les bars, 2 employés ont été hospitalisés pour de graves maux d'estomac et une gastro-entérite aiguë, mais l'entreprise ne les a pas indemnisés. Au lieu de cela, l'un d'entre eux a été licencié pour ce que l'entreprise a appelé un comportement incompatible avec la culture de l'entreprise. Nous nous tournons maintenant vers San Francisco où un camion de destruction de documents a été repéré lundi à côté du consulat chinois. Cela s'est produit après que le même type de camion soit apparu devant le consulat chinois à New York il y a environ 3 semaines. Un camion portant la mention Shredded sur sa façade a été vu garé près de la porte arrière du consulat chinois à San Francisco. 2 véhicules de sécurité étaient également garés à proximité. Il y a un mois, le gouvernement américain a ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston, au Texas. Le même soir, du feu et de la fumée ont été aperçus dans l'arrière-cour du consulat, indiquant un dernier effort pour détruire les documents sensibles qui y étaient stockés. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a par la suite qualifié le consulat chinois de Houston de plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle. Au début de ce mois, 2 camions d'une entreprise de destruction de documents ont été vus devant le consulat chinois à New York pendant 2 jours. Plus de 10 conteneurs, visiblement remplis de papier, ont été chargés dans les camions. Le président Trump a indiqué le mois dernier que la fermeture d'autres consulats chinois est possible. Selon le Washington Times, les États-Unis se préparent à demander à la Chine de réduire fortement le nombre de ses diplomates aux États-Unis. Cette demande devrait permettre d'équilibrer le nombre de diplomates chinois aux États-Unis avec le nombre de diplomates américains toujours en poste en Chine. Les consulats chinois détruisent des documents sans que personne ne sache avec exactitude ce qu'ils essaient de détruire. Mais il est possible que certains documents que les citoyens chinois ont été contraints de signer en fassent partie. Les Chinois, demandeurs d'asile en tant que réfugiés politiques aux États-Unis, feront désormais face à des difficultés pour demander de nouveaux passeports une fois que les anciens auront expiré. En effet, lorsque le consulat chinois les identifie comme demandeurs d'asile en tant que réfugiés politiques, ils doivent remplir un document de garantie. Le formulaire interroge le demandeur d'asile sur sa participation à des activités en rapport avec l'asile politique et sur la poursuite de ses participations. Il demande également ce qu'il pense de cette décision de demande d'asile. Les demandeurs sont alors obligés de dire que leur demande d'asile politique était injustifiée et qu'ils n'ont pas subi de persécution en Chine. Ils doivent également garantir qu'ils ne participeront pas à des activités liées à l'asile politique. Depuis peu, ils sont obligés de déclarer qu'ils n'ont demandé l'asile politique aux États-Unis que pour obtenir un statut officiel. Le militant des droits de l'homme Yang Jianli, qui réside maintenant aux États-Unis, a publié les formulaires qu'il a dû remplir en ligne lorsqu'il a demandé le renouvellement de son passeport au consulat chinois. Ces documents montrent qu'on lui a demandé d'admettre qu'il avait fait une erreur en demandant l'asile politique, mais il a refusé. Yang a assisté aux manifestations de la place Tiananmen en Chine en 1989. Un autre homme, M. Chen, nous a dit que lui et ses proches avaient été confrontés à des situations similaires. Il a déclaré avoir été forcé de signer la déclaration parce qu'il se sentait humilié. Il a expliqué que son père avait été persécuté par le PCC pendant la révolution culturelle des années 60. Il a également décrit ses souffrances pendant le bouleversement politique. Plus tard, sa femme enceinte a même été forcée d'avorter en raison de la politique de l'enfant unique du pays. Il a dit qu'en raison de son vécu, il ne pouvait pas se résoudre à dire que la persécution était fausse. Il a qualifié d'exemple de la façon dont le PCC étend sa persécution du peuple chinois jusqu'aux États-Unis. Un de ses proches a répondu aux questions qui se conforment à la ligne du Parti communiste chinois afin d'obtenir un nouveau passeport. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous lundi pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.